Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette dernière d'Equinox Soir pour le compte de cette semaine. C'est la guerre des communiqués dans la ville de Douala. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville et le maire de Douala premier se règlent leur compte publiquement et ce par voie de communiqué. Le premier commis par Tonen Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville de Douala est formel. Il interdit momentanément la perception des frais de parking dans l'arrondissement de Douala premier ainsi que le remorquage de véhicules. Une situation qui va pousser le maire de Douala premier, Lengue Malapa, à commettre lui également un communiqué pour rappeler au patron de la ville les limites qui sont les siennes. Communauté urbaine et mairie d'arrondissement, l'incessant conflit de compétences, on en parle ce soir. Communauté urbaine et mairie d'arrondissement, l'incessant conflit de compétences, c'est le thème sur lequel on va élaborer nos échanges sur le plateau d'Equinox Soir de cette édition pour en parler des invités qui ont choisi de faire spécialement le déplacement de la ville de Yaoundé. On va donc évidemment commencer par lui, c'est Jémé Bikoy. Vous êtes notamment journaliste pour le compte de Radio Tiemeni Sianto, dont vous êtes le chef de service politique et économique. Exactement. Bonsoir Kedja. Merci bien. Nous accueillons également à cette table pour parler de ce problème de conflit de compétences entre la communauté urbaine de Douala et les mairies d'arrondissement, Auguste Etouké Mouelé, qui lui est le représentant de la commune d'arrondissement de Douala premier. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons pour vous donner la réplique sur ce plateau Alex Nguepi qui est un militant au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a également accepté de répondre à notre invitation ce soir. Bonsoir, bienvenue monsieur. Bonsoir et bonsoir pour mes confrères. Avant de présenter notre dernier panéliste, nous tenons à préciser sur ce plateau qu'en vue d'équilibrer les échanges sur ce sujet, pour ne pas être taxé de faire un lynchage médiatique sur une partie ou une autre dans cette question, nous avons tenu à contacter la communauté urbaine de Douala, le service de communication de la communauté, pour avoir sur ce plateau l'un des représentants de ces services. Et il nous a été dit là-bas qu'il n'était pas encore question pour eux de communiquer sur ce sujet. Ils allaient dans les jours à venir commettre un autre communiqué pour éclaircir la position de la communauté urbaine de Douala sur cette question. Alors, je vous introduis Jean-Robert Wafo, adjoint au maire de la mairie de Douala 2, ministre du Shadow Cabinet au sein duquel vous êtes responsable de la communication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kedja, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Alors, on introduit directement cette émission avec un événement qui est même le fait de ce jour, le fait de la journée de ce 28 juin 2019. On parle du kidnapping du chairman du Social Democratic Front. Aujourd'hui, il était 15h par là, à son domicile à Tarrington. Vous avez donc commis un communiqué sur la question. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Oui, c'est parce que aux environs de 15h30, 15h35 minutes, des personnes non encore identifiées ont fait irruption dans le domicile du chairman à Tarrington par Bamenda, ont tiré à bout portant sur le garde du corps chairman, du chairman John Fundi, et par la suite, ils ont également fait des tirs de sommation. Le chairman était à l'intérieur de sa résidence. Quand il a suivi, n'est-ce pas, les détonations, il est sorti pour s'enquérir de la situation. Et c'est alors que ces ravisseurs l'ont enlevé pour une destination jusqu'ici inconnue. Alors, c'est le lieu ici pour moi de m'interroger sur la protection, n'est-ce pas, des figures marquantes de notre vie nationale. Sur la protection du chairman John Fundi, qui est le leader de l'opposition. Parce que qu'est-ce qui peut justifier que dans un pays comme le nôtre, que après ce qui s'est passé, d'abord l'enlèvement du 27 avril dernier, puis n'est-ce pas, la survenance, c'est-à-dire que la mise d'entrée en scène d'un type nouveau d'attentat, je veux dire, à savoir la pose de la bombe. Des bombes,
que l'État du Cameroun, je veux dire précisément que le gouvernement de la République n'ait pas pu tirer les conséquences qui s'imposent. Parce que qu'est-ce qui peut justifier Mme Kedjara que malgré ces 2 faits majeurs, qu'il n'y ait même pas eu, depuis, une présence dissuasive, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité sur un périmètre donné. D'accord. On précise, oui, vous aurez l'occasion de vous étaler largement sur la question, ne vous en faites pas. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qui a été arrêté spécialement pour le compte de cette émission, mais c'est le fait du jour et ça mérite qu'on s'attarde là-dessus, encore qui plus est qu'on parle ici du chairman du Social Democratic Front. Ne vous en faites pas, on va revenir à vous pour plus de précision. On va donner également sur ce sujet-là la parole à Alex Nguepi. Alex Nguepi, vous êtes un militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous faites donc automatiquement partie de l'opposition. Il survient là une situation qui, une fois de plus, est en train de toucher l'opposition à l'une de ses ailes. On se souvient que lors du dernier kidnapping du chairman, il y avait eu une levée de bouclier à la fois dans la presse et sur les réseaux sociaux qui disait que c'était une simulation du Social Democratic Front. Aujourd'hui qu'on est face à un deuxième enlèvement, comment vous percevez ça vous, au sein de l'opposition camerounaise? Oui, déjà il faut signaler que ceux qui l'ont dit, on sait bien à quel camp ils appartiennent, ceux qui ont prétesté, ceux qui ont voulu faire croire que le chairman n'avait pas été enlevé, parce qu'ils ont fauté. Ils ont fauté, ils n'ont pas pu donner des preuves, par exemple, de son enlèvement et également lui donner une sécurité idoine comme il se doit. Et ça nous renvoie à quelque chose de pertinent, c'est-à-dire dans la charte africaine des élections de bonne gouvernance et de démocratie de 1988 adoptée à Addis Abeba, que le Cameroun a ratifié, il est stipulé à l'intérieur que les partis politiques de l'opposition ont droit à un statut. Et aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a pas de statut pour les partis politiques de l'opposition. Comment peut-on imaginer qu'un parti comme le SDF, comme le MRC, l'UDC et les autres qui ont des élus au niveau de l'Assemblée nationale, et donc les députés ont l'immunité parlementaire, mais que les présidents de ces partis-là n'aient pas de statut, qui n'aient même pas d'immunité. Donc, et nous pensons que dans un pays qui se respecte et qui respecte les droits de l'homme et consorts, il est clair que le chairman, président du SDF, aurait dû avoir une sécurité idoine par rapport à la fonction qu'il occupe au sein de l'opposition politique. Et surtout en rapport avec la situation qui prévaut dans la zone qui abrite son domicile. Bien sûr. Nous voyons, vous savez, quand les gens vont au nord ou au sud-ouest, on met toute une logistique. Nous avons vu un ministre des Sports se rendre au sud-ouest et sortir carrément avec des blindés sur lui et consorts. Mais le chairman, qui est une haute personnalité de ce pays, qui a même par ailleurs remporté, que aujourd'hui les archives le prouvent, l'élection de 1992, se retrouve en train de vivre au sud-ouest, au nord-ouest, sans une protection réelle. Donc, c'est là où il faut interpeller les tenants du pouvoir, bien qu'ils soient illégitimes, qu'ils devraient faire le maximum, qu'ils devraient prendre en compte cela. Il faudrait qu'ils sachent que des personnalités comme le chairman ont droit à une sécurité comme il se doit. Nous, MRC, nous restons solidaires et nous compatissons avec le SDF pour ce qui se passe actuellement. D'accord. Auguste Moalei Touquet, il est vrai qu'à la base, vous n'êtes pas véritablement ancré dans la politique, mais on parle là quand même d'une actualité qui est une actualité forte. Vous avez forcément quelque chose à dire là-dessus, peut-être pour compatir finalement de la douleur de ces militants du Social Democratic Front et de la famille du chairman. Oui, contrairement à votre information, je suis acteur politique parce que je suis membre de la section RDPC Vori 1. D'accord. Donc, à ce titre, je m'intéresse également à la chose politique, mais pour ce qui est du chairman et de ce qui est dit, il nous semble pas très opportun d'épiloguer là-dessus, parce que c'est une personnalité qui est... Peut-être même des paroles peuvent blesser certains etc. Nous pensons que pendant que nous sommes encore au stade de l'enquête, il faudrait bien s'abstenir de faire des commentaires indécents. Au-delà donc de faire des commentaires, vu que nous sommes, vous le dites, au stade de l'enquête, il faut également dire que c'est une situation aujourd'hui qui vient montrer aux yeux du monde le niveau d'insécurité qui prévaut dans cette zone en crise.
Absolument, ce n'est pas un secret que au nord-ouest et au sud-ouest, il y a une insécurité ambiante, ce n'est pas un secret, et des dispositions sont prises autant par les pouvoirs publics que par les personnes mêmes. Et maintenant, quand le chairman a été enlevé pour la première fois, il s'est dit beaucoup de choses, ça a été une simulation, ça a été ceci, cela. Nous n'allons pas revenir là-dessus, parce qu'en fait, c'est chacun qui connaît sa vérité, mais nous pensons qu'il n'est pas utile d'épiloguer beaucoup plus sur ce cas actuellement, en attendant certaines autres informations. D'accord. Serge Bikoy, vous êtes journaliste. Parce que nous ne pouvons pas encourager le kidnapping. D'accord. Nous avons bien compris votre position sur ce plateau. Serge Bikoy, vous avez également la possibilité de vous exprimer là-dessus. Un enlèvement de plus. Encore le chairman, la dernière fois, il est sorti de là avec certains éléments des échanges qu'il a eus avec les responsables des groupes qu'il avait enlevés. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre cette fois-ci? Ce d'autant plus qu'on a tiré sur son garde du corps, même si le chairman jusqu'ici, l'information nous dit qu'il n'a pas été touché. Bien, c'est vrai que l'on ne peut pas se focaliser ou bien exprimer une opinion catégorique à ce sujet. Ce sont des enquêtes qui vont nous permettre davantage de pouvoir mieux statuer là-dessus en rapport avec des indicateurs informatifs que vont nous fournir ces investigations-là. Mais moi, je me souviens quand même que de la première fois, lorsque Ni John Fundi avait justement été attaqué, j'avais réalisé cette interview avec Jean-Robert Wafo qui est ici aujourd'hui. C'est une coïncidence malheureuse. Je ne sais pas pourquoi ces faits arrivent toujours. Mais moi, je voudrais davantage observer qu'il y a une insécurité qui est préoccupante, notamment dans cette zone-là, et qui interpelle aujourd'hui les autorités officielles, parce que je me rends davantage compte qu'on n'a pas tiré en réalité les leçons de ce qui s'est déroulé relativement à la première attaque. Parce qu'il y avait un ensemble d'éléments qui avaient été incriminés, à savoir qu'on ne peut pas comprendre que Ni John Fundi, qui est allé la première fois justement enterrer un de ses congénères dans le parti, ne puisse pas bénéficier d'une sécurité systématiquement renforcée. Et aujourd'hui, on se rend davantage compte que les zones anglophones qui sont aujourd'hui meurtries par un ensemble d'indicateurs marqués par l'insécurité devraient davantage nous permettre, ou bien permettre aux autorités officielles de pouvoir prémunir les différentes populations d'un ensemble de conditions de sécurité déterminées. Et Ni John Fundi, qui est une personnalité marquante dans la région du Nord-Ouest, devrait également en bénéficier. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont, dès le départ, surfé sur la piste du montage, bien de la simulation, devraient encore beaucoup plus se remémorer ou bien se faire une introspection en termes de critique, parce qu'en réalité, ce sont des opinions que l'on peut avoir spontanément lorsque quelque chose se passe, mais c'est après c'est après investigation que l'on se rend davantage compte qu'il faut se raviser, parce qu'en réalité, on est dans une zone qui est marquée du saut d'une insécurité et qu'en réalité, il faut véritablement être garanti d'un ensemble de conditions, parce qu'aujourd'hui, les frappes ne peuvent plus épargner quiconque. Si aujourd'hui, Ni John Fundi a atteint, beaucoup d'autres personnalités ont été également confrontées à cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que le problème sérieux de la résolution de la crise anglophone soit davantage débattu, de manière que l'on puisse justement aboutir, sait-on jamais, à une certaine accalmie. Effectivement. Jean-Robert Wafo, je vous le promettais tout à l'heure, vous avez en ce moment même la possibilité de dire autre chose là-dessus. Il a été enlevé, il était 15h30, rendu à 19h, environ 4 heures qui séparent ces deux moments. Est-ce que vous avez des nouvelles sur son état de santé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous savez même d'ailleurs où est-ce qu'il se trouve actuellement en ce moment? Pour le moment, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, quand il y aura un événement nouveau, je ne manquerai pas de communiquer cela à l'opinion nationale et internationale, comme je le fais habituellement. Mais ce qui me sidère dans cette affaire, c'est quoi ce qu'après le premier enlèvement, ceux qui nous gouvernent n'ont pas daigné prendre des mesures de sécurité, ne serait-ce que dissuasives. Et c'est à se demander si effectivement si ce second attentat vient nécessairement des bandes armées. Je n'ai pas dit que ça ne vient pas d'eux. Mais quand on regarde, n'est-ce pas, la non-prise des mesures de sécurité après ce qui est arrivé la première fois le 27 avril, où des individus sans foi ni loi, des gens qui ont jeté la honte aux chiens,
se sont permis, n'est-ce pas, de dire qu'il s'agissait d'un simulacre d'enlèvement. Donc on regarde ce qui s'est passé le 27 avril. Ensuite, la surveillance des mines antipersonnelles, il faut les appeler ainsi, les gens appellent ça explosif. On se demande, mais finalement on protège qui? Finalement on protège qui? J'ai comme l'impression que, c'est-à-dire, je veux dire qu'il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent que il faut vraiment explorer du côté des extrémistes qui nous gouvernent pour savoir si ces enlèvements perpétuels ne font pas leur jeu. Parce que comment comprendre qu'un leader de l'opposition qui a été enlevé une fois ne puisse pas par la suite bénéficier d'une protection ne serait-ce que dissuasive? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qui sont ceux qui bénéficient donc de la sécurité dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Qui? Ici, on voit des gouverneurs qui ont des gendarmes, qui ont des policiers. On voit des simples préfets également qui ont des gendarmes et qui ont des policiers. Mais pourquoi pas un leader de l'opposition? Pourquoi pas le président de parti politique de l'opposition? M. Nguépi parlait du statut de l'opposition. Pourquoi il n'y a pas ça dans ce pays? Mais on va où dans ce pays? Il faut bien qu'on se pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des agendas projetés contre notre vivre ensemble? Oui, parce que imaginez que quelque chose de grave arrive au Tiers-Mas, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Et nous prions Dieu pour que ce ne soit pas ainsi. Comment ça va se gérer de ce côté? Comment nous allons nous comporter? Nous, militants et cadres du SDF, comment allons-nous nous comporter? D'accord. Qui viendra me dire non, il faut être républicain et tout? Qui viendra me le dire? Mais de après, c'est finalement tout le budget. Jean-Robert qu'on alloue au ministère de la Défense, qu'on alloue à la DGSN. Jean-Robert à quoi Wafo, tout ça sert? de toutes les façons, il faut préciser Jean-Robert Wafo, oui. Et on l'a d'ailleurs dit en l'entame de cette émission, c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Je veux chuter et vous allez comprendre. Oui, pourquoi. vous chutez s'il vous plaît. Il a parlé, il a dit qu'il ne fallait pas s'exprimer parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Mais je tiens seulement à lui faire observer une chose, c'est quoi? C'est que après le premier enlèvement, il ne me souvient pas qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte. Moi, je ne pense pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ceux qui nous gouvernent gagneraient à ne pas jouer, je dis bien ne pas jouer, avec des allumettes, je le répète une fois de plus, sur une barrique de poudre. D'accord. L'État a le devoir constitutionnel de protéger les personnes et les biens. On parle de la protection des personnes. Merci Jean-Robert Wafo. C'est une personnalité. Merci. On a compris Jean-Robert Wafo. Je vous remercie. On va de ce fait rentrer dans le fait du jour. Et le fait du jour donc qui concerne cette bataille de communiqué qui en ce moment a lieu dans la ville de Douala, l'en venant du délégué du gouvernement. La communauté urbaine qui précisait que jusqu'à nouvel ordre, les activités de perception des frais de parking et de remorquage des véhicules dans sa ville étaient momentanément suspendues, et un communiqué auquel a répondu le maire de Douala 1er, Lengue Malapa, qui précisait lui pour sa part que malgré le communiqué et la note du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, ces éléments lui allaient continuer de percevoir cet argent-là et de vaquer à leurs occupations, et ce sur un ensemble de règles qu'on va préciser, de lois qu'on va préciser tout à l'heure. Alors d'entrée de jeu, je vous lance sur la question, Alex Nguépi, comment comprendre cette nouvelle bataille et le fait qu'elle soit rendue aujourd'hui publique? Mais avant de vous répondre, d'abord, je voudrais juste faire un petit saut en arrière sur l'enlèvement du chairman. Il faut avoir de la colère. Il ne faut pas qu'on se cache. On doit avoir de la colère de voir ce qui se passe actuellement sur le chairman. Lorsqu'on pense aussi qu'il y a un président d'un certain parti politique qui est quelque part parce que certains Camerounais auraient décidé de manifester et on est en train de faire tout un tapage dessus, on estime on pourrait croire qu'il y a des Camerounais plus d'autres Camerounais. D'accord. Le chairman et pour est une répondre à la question, et ce qui se passe, nous attendons que ceux qui ont en charge la gestion de ce pays, bien qu'ils soient illégitimes, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent le même tapage qu'ils sont en train de faire pour l'autre président de ce parti-là, qu'ils le fassent aussi pour le chairman, parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve le chairman, nous ne savons pas
si le chairman est vivant ou pas, donc ils doivent prendre leurs responsabilités. D'accord, on sort de ce sujet. Alex Ngepi, on sort de ce sujet. Je vais donc revenir à votre question pour dire que le poisson pourrit toujours pas la tête. Hein? La communauté urbaine, et qui dirige la communauté urbaine? C'est le RDPC. Qui dirige la mairie de Douala Premier? Toujours RDPC. Donc, on se pose dans la question de savoir comment est-ce que, au sein du même parti politique, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et ça renvoie à quelque chose. Comment est-ce qu'il est possible qu'un maire élu, qui tire sa légitimité du peuple directement, puisse être inféodé à un délégué du gouvernement nommé? Donc, ça va donc nous faire poser la question de revoir le système de nomination des délégués du gouvernement et de donner clairement les attributions des mairies et des mairies centraux. Voilà pourquoi est-ce que nous, au MRC, nous avons pensé qu'une fois aux affaires, nous allons organiser le référendum sur la forme de l'État, et dans cela, nous allons revoir ce problème du délégué du gouvernement en allant vers les mairies centraux qui pourront donc faire leur boulot et qu'il y aura plus une cacophonie. Je tiens aussi à souligner que tout récemment on a vu Oja et Lobo à Saminima. Comment est-ce que il y a une radio qui a été attaquée parce que les militants de ce parti du RDPC étaient en train de faire un débat et ils ont été assaillis par d'autres militants du RDPC. Ça prouve clairement que ce régime est en dispersion. Et celui qui tient en tête du RDPC ne contrôle plus le bateau de son parti. Donc il serait grand temps que ce parti-là, parce qu'on va juste voir la guerre du communiqué entre la communauté et la mairie, mais c'est plus profond. D'accord. Donc nous invitons donc ce parti-là à déjà reconnaître la défaite lors de la élection présidentielle et qu'on puisse... Ça tombe bien parce qu'on a donc un représentant de la mairie de Douala Premier sur ce plateau, Auguste Etouké-Mouelet. D'accord, le maire qui est le vôtre, Lengue Malapa, a commis un communiqué dans lequel il expliquait pourquoi et comment ces agents allaient continuer d'exercer leurs activités. Mais puisque vous êtes sur le plateau, expliquez à nos téléspectateurs ce qui correspond votre maire. En réalité, il n'y a rien de particulier à expliquer. Tous les panélistes ici savent ce que c'est qu'une mairie et ce que c'est que la communauté urbaine. Le délégué du gouvernement, effectivement, peut-être il est un peu sorti de son rôle. C'est lui le délégué du gouvernement, mais il aurait pu, dans la mesure du possible, même s'agresser au maire. Mais il s'est agressé aux médias pour leur expliquer. En fait, on ne sait même pas à qui il s'agresse. Parce qu'un communiqué doit être orienté à une personne. Donc le maire, dans son droit, devait remettre les pendules à l'heure pour dire, écoutez, si nous sommes à Douala Premier, et il ne s'agit pas d'une affaire de Douala Premier, s'il vous plaît. Il s'agit d'une affaire communauté, mairie d'arrondissement. Donc ce n'est pas focalisé sur Douala Premier. Si le maire de Douala Premier était diligent à remettre les pendules à l'heure, il ne faut pas que ce soit focalisé, qu'il s'agisse d'une affaire mairie de Douala Premier, communauté urbaine. Bon, cela dit, le maire a juste recentré les choses en disant aux délégués du gouvernement, monsieur, sachez que nous avons des prérogatives à la mairie. En fait, nous avons une autonomie. L'autonomie, c'est quoi? À partir du moment où il y a déjà une mairie, le magistrat, il est autonome, il y a un receveur, etc. C'est ça qui fait l'autonomie d'une entité. Donc, la communauté ne peut pas s'immiscer dans les possibilités d'une mairie pour lui dire voilà ce que vous devez faire. En fait, ce n'est que ça que le maire a dit. Et maintenant, pour l'opinion publique, il fallait bien commettre un communiqué pour que ce ne soit pas une guerre entre les bensikineurs qui m'en excusent, qui s'approprient tout et qui vont commencer à dire écoutez, le délégué a dit que vous ne devez plus travailler. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont l'une contre l'autre dans ce communiqué du délégué. Des choses, oui. Oui. Par exemple, quand il dit il ne faut pas remorquer. En fait, comment est-ce qu'un service de fourrière, par exemple,
peut fonctionner sans remorquer une voiture en infraction et qui doit aller à la fourrière. Et même, il y a les forces de l'ordre qui sollicitent de temps en temps les remorqueuses parce qu'il y a un taximan qui a fermé la voiture, etc. Donc quand nous allons sortir, la population qui ne comprend pas grand-chose va s'attaquer aux remorqueuses, etc. Donc d'où la dangerosité du communiqué. Et il fallait que le maire reclasse les choses de façon qu'il a bien fait. Et maintenant que le maire Lengue Malapa a donc reprécisé les choses, on va avec vous Serge Aimé Bikoy, aborder l'aspect du citoyen lambda qui se retrouve dans la rue et qui a parqué sa voiture à un endroit habituel et qui a en face de lui un agent de la mairie qui veut justement collecter les frais de parking. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que cela entraîne finalement à des échanges houleux entre ces citoyens-là et les percepteurs et les collecteurs? Absolument, surtout que le processus de diffusion d'informations n'a pas été carrément médiatisé de manière que l'ensemble des populations locales soient justement au courant. En fait, c'est généralement le danger que l'on note par rapport à certaines informations qui sont publiées ou bien qui sont rendues publiques. Parce qu'on se rend davantage compte que on veut parer à toute éventualité, on veut agir de façon précipitée, voire anticipée, mais sans même tenir compte d'un ensemble de conditions permettant davantage de pouvoir rendre fiable une information qui est justement diffusée. Parce que nous avons vu cette information non seulement publiée sur les réseaux sociaux, mais bien plus dans certains médias. Mais est-ce que l'on a pris davantage la peine de pouvoir travailler de façon que les populations puissent davantage être imprégnées d'un nouvel type, allais-je dire, d'informations que l'on peut davantage avoir par rapport à la précision d'un ensemble d'interdictions qui font justement l'objet, parce qu'on parle notamment de la suppression des frais liés au parking, et on parle également de la suppression du remorquage des véhicules. Momentané, hein, il faut préciser. Il a dit dans le communiqué jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on est en train d'aménager les espaces et la population sera informée à temps opportun. Absolument. Sauf qu'à ce niveau, je pense qu'il ne faut pas seulement que l'on agisse sur des conséquences. Il faut davantage tenir compte d'un ensemble de causes. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Parce que nous sommes dans la réflexion sur la problématique de l'urbanisation et notamment du désordre anarchique que l'on peut davantage noter dans les grandes villes, notamment ici à Douala, et je me souviens également qu'à Yaoundé, l'on a également vécu ces cas tout récemment, lorsqu'il y avait justement ces échauffourées entre la communauté urbaine de Yaoundé et les mototaximens, dont l'un de leurs avait été tué le 13 février dernier. Et c'est le même problème qui a également eu lieu il y a quelques mois, lorsque l'on a noté justement ces échauffourées entre les mototaximens, une fois de plus, et le préfet du Fundi. Donc on voit aujourd'hui que les grandes villes, à savoir Yaoundé et Douala, sont des pôles où véritablement l'on peut noter le problème crucial du désordre urbain. Et il faut véritablement s'attaquer à ce problème-là. Maintenant, il y a un problème au niveau du listing des différentes mesures. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois le chassé-croisé des communiqués entre le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala et le maire de Douala premier, véritablement ça pose un problème au niveau même du management des différentes personnalités, au niveau même du management des populations. Parce que lorsque l'on voit deux autorités de la ville qui se livrent à une guerre de chiffonniers, ça pose un problème. Parce que lorsque vous voyez les deux communiqués aujourd'hui, il faut également savoir que dans les tout prochains jours, on n'est pas à l'abri des autres types de conflits que l'on peut également noter. Parce que le maire de la première persiste et signe et fait référence à deux indicateurs juridiques qui témoignent de ce que, en réalité, le délégué du gouvernement est dans l'erreur. Et lorsque l'on voit justement l'architecture des éléments juridiques par rapport à cet aspect-là, et l'on se rend davantage compte que la ville aujourd'hui est régie par un ensemble de normes qu'il faut respecter. Et en ce sens, on ne peut pas se décider à prendre une mesure à l'emporte-pièce, sous prétexte qu'il y a le remorquage illicite des véhicules, ou encore il y a le système d'attribution bien de paiement des parkings qui ne relève pas de l'échéancier de tel ou bien de tel autre. Moi, je pense que c'est un travail qui est tellement profond que
l'on ne peut pas aujourd'hui s'adosser sur un ensemble de mesures que l'on peut considérer comme lapidaires. D'accord. Parce qu'en réalité, Alors, ça pose un problème. Il se murmure dans la rédaction, et je vous la pose cette question parce que vous êtes journaliste, justement, vous avez dû mettre la main sur cette information qui n'est pas encore avérée. Il se murmure qu'il y aurait en ce moment même dans la ville de Douala un trafic de tickets de parking, et que c'est même notamment l'une des raisons qui aurait poussé le délégué du gouvernement à prendre cette décision. Alors, si c'est le cas, comment on fait pour être en possession des tickets de parking qui doivent être quand même issus, on le sait, des autorités compétentes? Comment on fait pour arriver à une sorte de trafic de tickets de parking dans la ville? Vous savez, l'individu a prévu des normes pour gérer justement la ville, mais il y a des moyens de contournement de la norme. Parce qu'on est ici en face d'un problème qui fait l'objet des moyens de contournement de la norme sociale. C'est pour cela que l'acteur a une capacité stratégique de pouvoir contourner la norme et de voir dans quelle mesure on peut outrepasser tout ce qui est prévu comme dispositif coercitif et normatif par rapport à la réglementation de la circulation ou bien de la gestion de la ville. Vous savez, ça existe partout. Parce que, vous voyez, vous aurez beau prévoir un ensemble de principes pour réguler la ville, mais il y a toujours des acteurs qui vont chercher justement à opérer à travers des manœuvres déviantes pour justement voir dans quelle mesure on peut saper telle mesure ou bien telle autre. Et justement, c'est un problème sous-jacent que l'on peut davantage noter par rapport à la guerre, au conflit qui est aujourd'hui entre les deux autorités. Parce que l'on se rend compte qu'il y a un certain business qui se crée parallèlement et de façon officieuse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut davantage s'inquiéter de ce qu'il y a des uns et des autres qui vont justement se remplir les poches, alors qu'en réalité, ces différents revenus devaient justement être reversés à certaines caisses. Même si on ne peut pas savoir aujourd'hui le processus de traçabilité et de lisibilité de ces différents fonds qui sont justement reversés à certaines municipalités. On va revenir là-dessus, on va revenir sur l'utilisation même de ces fonds-là. Le temps d'introduire Jean-Robert Ouaf sur la question. Alors, vous êtes tout tranquille dans votre coin, mais il faut préciser que c'est un sujet que vous maîtrisez sur le bout des doigts parce que vous êtes adjoint au maire, vous êtes dans le fonctionnement d'une mairie. En plus de cela, votre parti politique, le social-démocratique Front, gère toute une mairie dans la ville de Douala. Alors, comment comprendre ce conflit incessant entre le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine qu'on appelle notamment super-maires et les maires élus qui, eux, tirent leur pouvoir de la population, du peuple? D'abord, j'aimerais préciser que ce qui arrive là ne me surprend pas du tout. Dans la mesure où j'ai toujours dit aux gens que les textes qui régissent la décentralisation aujourd'hui sont des textes clairs, obscurs. Quand tout simplement ces textes ont la particularité, n'est-ce pas, de freiner le processus de décentralisation. En réalité, j'ai vu cette bataille, j'ai lu les différents communiqués comme tous les Camerounais. Et je me dois la vérité de dire qu'il y a deux problèmes qui sont posés. Il y a deux problèmes qui sont posés par le délégué du gouvernement. Il pose le premier problème, le problème de droit de parking. C'est ça, les droits d'occupation de parking et le remorquage. Pour ce qui concerne les droits d'occupation de parking, la loi, malheureusement, le maire de Douala premier Dengue Malapa, il s'est un peu mêlé les pédales en évoquant la loi du 22 juillet 2004, la loi du 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Bon, il s'est appuyé sur ça pour essayer de justifier un certain nombre de choses. Mais malheureusement, je me donne la vérité de dire que cette loi-là ne fait pas ressortir à qui incombe effectivement les droits de parking ainsi que le remorquage. Mais le droit de parking est plutôt consigné dans la loi de 2009 portant fiscalité locale. C'est-à-dire qui dit, notamment son article 111 alinéa 1, je l'ai devant moi, que les droits d'occupation de parking peuvent être votés au profit du budget communal pour l'occupation par des véhicules privés des parkings aménagés ou matérialisés par la commune. Et l'article 112 alinéa 2 dit les droits de parking sont gérés d'avance et collectés par le receveur municipal contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souche sécurisé
ça revient à ce que vous avez dit, sécurisé, portant une valeur faciale indiquant le tarif horaire voté par le conseil municipal. Ça, j'ai vu Nicole a parlé des voies, des voies contournées pour distraire l'argent. C'est vrai que ça existe. Est-ce que les tickets sont sécurisés? Je ne pense pas du tout. Est-ce que c'est le receveur qui les délivre? Je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Il faut le dire clairement. Mais toujours est-il que dans tout ça, dénominateur commun est que les droits de parking relèvent de la commune d'arrondissement. Ça, c'est parce que c'est la loi qui le fixe. C'est la loi qui fixe là. Maintenant, est-ce que c'est respecté en matière de protection des deniers publics? Parce que quand on va collecter, quand on va prendre 100 fonds aux gens, en fait, c'est des deniers publics. Hein? C'est des deniers publics. Bon, maintenant, je connais bien les protagonistes. Permettez-moi un peu de rire. Parce que, vous savez, on a fait un délégué du gouvernement qui est en même temps candide et en même temps rusé. Quand il parle, ça c'est de mon point de vue, quand il parle des droits de parking, il sait manifestement que la perception ne lui incombe pas. Mais j'ai comme impression qu'en filigrane, il veut faire comprendre, mais en fait, combien ça rapporte? Vous voyez un peu ce que je dis? Parce que croire que le docteur on est fou, c'est être fou soi-même. En fait, il veut dire combien ça rapporte. Et maintenant, le deuxième point, c'est le remorquage. Et là, je dis, est-ce que le remorquage incombe à la commune d'arrondissement? Il n'y a aucun texte qui le dit, mais trouve-t-il que, et ça, je le dis de façon froide, personne ne peut me soupçonner d'être de connivence avec le délégué du gouvernement. Vous savez très bien les batailles que j'ai eu à mener, que ce soit pour les marchés de proximité ou bien pour les centres nationaux communaux et toute autre chose. Mais il se trouve quand même que la gestion de la voie publique incombe à la communauté urbaine. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Parce que quand il y a, par exemple, des nids d'éléphants, c'est lui qui est interpellé. Maintenant, pourquoi remorque-t-on les véhicules? C'est parce que ces véhicules sont stationnés sur la voie publique. Et à qui incombe dans la gestion de cette voie publique? C'est la communauté urbaine. D'accord. Bon, c'est la raison pour laquelle, et je dis, il faut faire très attention parce que je ne suis pas là pour lyncher qui que ce soit. Je suis là pour prendre parti, oui. Non, je suis là pour dire, on sait très bien. Je crois que le premier qui sera même surpris là maintenant, ce sera le délégué du gouvernement. Par rapport au remorquage, je dis, parce que c'est lui, on remorque un véhicule parce que le véhicule est stationné sur la voie publique. D'accord, Jean-Robert Wafo, vous l'avez dit. Non, vous allez revenir, ne vous en faites pas, on a 1 heure pour débattre sur ce sujet-là. Vous allez revenir, Jean-Robert Wafo. Maintenant, le problème, donc, vous allez revenir, Jean-Robert Wafo. Alex Ngepi, il faut dire qu'il existe une plateforme dans laquelle ce type de problème peut être notamment évoqué. Il s'agit d'une plateforme communauté urbaine et mairie d'arrondissement de Douala, une plateforme sur laquelle ils se retrouvent tous. Et au sein de cette plateforme, il nous est dit que la question avait déjà d'ailleurs évoqué et qu'il avait été très clair de dire que le droit de collecte finalement des frais de parking revenait aux mairies. Alors, comment ça se fait qu'on gère un problème sur une plateforme et qu'aujourd'hui on soit encore en train d'en parler? Vous savez, c'est parce que le délégué du gouvernement se prend pour le petit roi de la ville de Douala. Hein, c'est-à-dire, il pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est le patron de la ville? Oui, bien sûr. Le patron de la ville, nommé par qui? Par M. Biapol? Ou bien est-ce qu'il doit être élu? Moi, je dirais qu'un patron de la ville doit être élu par les citoyens qui sont dans la ville. Malheureusement, il n'a pas été élu par moi. Donc, je ne pense pas qu'il soit mon patron. Je peux reconnaître encore le maire d'arrondissement de Douala 5e où j'appartiens comme le patron de mon arrondissement, mais pas celui-là. Je crois donc il faille donc revoir les tests. Et c'est pourquoi est-ce que c'est carrément l'échec du système, M. Bia, parce qu'il faut rappeler aux Camerounais que l'État unitaire décentralisé est l'héritage du RDPC. Et aujourd'hui, on voit les limites de cela. Voilà la crise au Nozo qui est là, qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce que l'État est hyper centralisé. C'est-à-dire qu'ils ont même mis sur pied les régions, qui est une forme aboutie de la décentralisation. Malheureusement, ils ont tout fait pour conserver certaines choses de l'hyper-centralisation de l'État dans ces régions-là. Donc, il faille que les Camerounais comprennent, une fois pour toutes, que l'alternative à ce type de cas, de problème,
seraient des partis politiques de l'opposition, comme le MRC, le SDF et la coalition gagnante autour de ces partis-là, que le RDPC a échoué, surtout d'année. On aura beau faire des débats techniques sur la chose, ici la question elle est politique. Et si on va dans le technique, tout à l'heure on a parlé de la sécurité des tickets. Vous savez, il y a tellement de startups au Cameroun. Hein? Quand on parle de startups, on parlera par exemple d'économie numérique. Et malheureusement, le RDPC n'a pas encore compris que s'ils avaient pu adjoindre des startups, ceux qui sont spécialisés dans l'économie numérique, aujourd'hui, quand un ticket est collecté quelque part, la mairie centrale ou les mairies d'arrondissement sauront que M. Franck vient de s'acquitter des frais de 100 francs pour tel parking dans tel endroit. Avec une traçabilité. Donc, avec une traçabilité réelle. Donc, si on parle de sécurité, ce n'est pas la paperasse. Aujourd'hui, la sécurité passe par l'économie numérique. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ne sont pas ces gens qui sont RDPC. Vous dites que je suis désolé de le dire. Ils sont un peu comme ces architectes-là, vous savez, comme ces architectes-là qui ont appris à dessiner sur des tables à dessin, mais qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, un architecte, le travail qu'il faisait en une semaine, l'autre architecte peut le faire en quelques heures. D'accord. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous disons qu'on aura beau avoir des débats techniques sur la question, il faille le renvoyer sur le plan politique et dire à quoi nous sert réellement le délit de gouvernement. Je vais chuter en disant quelque chose. Vous chutez là-dessus, s'il vous plaît. Quelque chose. C'est que lorsque la décentralisation, lorsqu'on va mettre les délégués des départements, hein, lorsqu'ils seront sur place, que va-t-il se faire passer? Qui va gérer? Les tests sont là. Tel gère, mais là encore, les tests sont là. Disant que les maires gèrent ceci, le délégué gère cela. Mais lorsque dans ce délégué du département, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, merci. Donc, merci pour ce questionnement. Auguste Mwela-Etouké, je rappelle que vous êtes certes militant au sein du RDPC, mais vous êtes surtout un représentant de la commune de Douala, premier sur ce plateau. Alors, depuis que le communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine est sorti, est-ce que cela vous a créé des manques à gagner au sein de votre commune? Nous n'allons pas parler de manque à gagner parce que notre objectif n'est pas forcément de l'argent. Notre objectif est d'assainir la ville, premièrement. Maintenant, je pense que la question est simple à comprendre et ce n'est pas la peine de l'élargir inutilement. Il s'agit exactement de quoi? Est-ce que le maire a le droit de percevoir les droits de parking? C'est de ça qu'il s'agit. Non, on a dit oui là-bas. Ok. Maintenant donc ça veut donc dire que pour le remorquage, qui doit remorquer? Le remorquage, là maintenant, nous entrons peut-être, nous allons parler de la fourrière municipale de la loi de 2009. Dans la loi de 2009, la communauté urbaine a droit à avoir une fourrière municipale autant que la mairie d'arrondissement. Oui. Et quand vous avez une fourrière municipale, vous avez forcément un véhicule pour remorquer. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Donc le remorquage n'est pas, je ne sais même pas ce qu'on appelle le remorquage illicite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la mairie a forcément... C'est vrai que beaucoup de mairies n'en ont pas. Si Douala premier en a et que ça devienne un problème... Pourquoi on remorque? Jean-Robert Wafo, c'est moi qui pose les questions sur le plateau. Merci. Allez-y, monsieur. Oui. On remonte les véhicules qui sont stationnés... Jean-Robert Wafo, laissez-le terminer. Voilà. Allez-y. Et quand la voie publique se déclare... La voie publique en question est à Douala premier, comme elle est à Douala deuxième, elle est à Douala cinquième. D'accord. Donc, chaque maire est responsable de sa ville. À Douala premier, le maire a pris à bras le corps de désengorger sa ville. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui peut gêner une personne ou deux, mais en réalité, le maire est dans son rôle. Et nous ne sommes que ses bras séculiers pour que, effectivement, ce qu'il a entrepris soit fait. Donc, quand on parle de remorquage sans arrêt, là, il s'agit de quoi? Remorquer un véhicule parce qu'il est en infraction, on me dit qu'il est sur la chaussée. Mais la chaussée est forcément dans la ville et la ville est dans une circonscription municipale. D'accord. Je ne sais pas si on va dissocier maintenant la circonscription municipale de la communauté urbaine. Okay. S'il s'agit de ça, donc, je pense que le maire est dans son rôle de pouvoir même remorquer un véhicule en infraction dans sa circonscription. D'accord. Et comment font vos éléments sur le terrain pour entrer en possession de l'argent des frais de parking depuis que le communiqué du délégué du gouvernement est sorti? C'est pas un tout petit peu plus difficile pour eux? Effectivement, le maire a prescrit, c'est pas la tolérance administrative, mais il n'a pas voulu que la mairie aille en guerre avec la population.
Parce que forcément, la population aime ce genre de vide pour en profiter et s'aimer le désordre. Donc, le maire a rappelé un peu ces groupes, le temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je pense qu'avec ces communiqués qui retracent les choses... Il les a rappelés quand, ces troupes, monsieur le maire? Directement après le communiqué de monsieur le délégué. Donc depuis hier, la mairie n'est pas dehors. Mais pourtant, dans la ville, encore ce matin, on a vu des percepteurs, des collecteurs en train de percevoir de l'argent. Et je peux vous assurer que le détour qu'ils ont, c'est de montrer à la population le communiqué du maire pour faire foi finalement de ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Bon, peut-être vous allez dire cela pourrait venir ici là confirmer ce dont on est en train de parler sur le plateau, à savoir qu'il y a des tickets, il y a des tickets qui circulent. La loi dit que les tickets doivent être sécurisés. Est-ce que vous sécurisez ces tickets de parking quand les gens vous donnent Jean-Robert Wafo, c'est qu'est-ce que vous appelez sécuriser les tickets? D'après la loi, vous dites bien que le ticket de parking de 100 francs doit être délivré par un receveur municipal. Est-ce que vous avez regardé l'étendue de la ville de Douala-Premier? Il faut combien de receveurs municipaux pour percevoir 100 francs? Voilà pourquoi il faut pas Maintenant, numérique. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est un processus qu'on doit mettre en place. Ce n'est pas... Laissez-le parler, monsieur, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous ne pensez pas? Vous n'allez pas penser que vous avez la science infuse et que les autres ne pensent pas à autre chose. Non, écoutez, c'est normal que les choses aillent de manière progressivement, oui. Peut-être que si vous sautez des étages, c'est bien, mais est-ce que c'est nécessaire? Peut-être vous allez arriver en haut et... Il y a appel d'offres pour les startups afin de... Alex Nguepi, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Nous pensons que vous avez clos ce que vous appelez... C'est clair, parce que vous arrangez Jean-Robert Wafo. S'il vous plaît, une personne à la fois. Pas d'esprit des tickets. Je vous dis, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, avec les NTCI, les startups seraient la réponse idoine pour sécuriser ces tickets. Tant que vous allez continuer à fonctionner à la parpasse, alors c'est de la perdition. D'accord. Nous souhaiterons c'est bon, Alex Nguepi, d'un parti adversaire. C'est bon, il a compris, Ne l'acculez pas. Ne l'acculez pas, Alex Nguepi, ne l'acculez pas, il a compris. Non, acculer, c'est un très gros mot, ça c'est léger, ce qu'il a dit. D'accord, c'est léger, pas sa solution. Pas sa solution. Tout à fait léger. D'accord. J'étais en train de dire que... Laissez-le parler, Jean-Robert Wafo. Vous pensez que ces méthodes modernes, monsieur Jean-Robert Wafo, vous appartenez à une mairie. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette mairie? Effectivement, c'est la raison pour laquelle je dis ça doit, c'est-à-dire que cette méthode-là doit s'étendre à toutes les mairies. Parce que ce qui est, il y a une chose. Vous voulez qu'on commence à comparer votre mairie et la mairie de Douala-Premier? Non, ce n'est pas le débat. Merci. Ce n'est pas le débat. Je suis en train de vous dire que la mairie de Douala-Premier a pas de population. Il est tout à fait normal que les populations sachent combien rapporte effectivement le droit de parking. Il faut que les populations le sachent. Je peux répondre à ça. La loi dit que ça doit être sécurisé. Est-ce que vous sécurisez? Je pense que non. Laissez-le parler. Maintenant que vous l'avez dit, laissez-le parler. Terminez. Monsieur Jean-Robert Wafo est adjoint au maire et c'est ce qu'on appelle conseil municipal. Dans un conseil municipal, il y a le récapitulatif de toute l'activité de la mairie. Ça rapporte combien? S'il vous plaît. Les tickets de 100 francs qu'on a rapporté. Jean-Robert Wafo, merci de le laisser parler. Mais ça rapporte combien? Essayez de me dire. Édifier les gens. Bon, d'accord. On sort de ce débat, messieurs. On sort de ce débat et sur la question, je relance Serge Aimé Bikoy. S'il vous plaît, vous vous calmez, messieurs, merci. Je relance Serge Aimé Bikoy. Il faut préciser qu'au sein de la plateforme dont on parlait tout à l'heure, comme une communauté urbaine et mairie, il y a surtout le préfet. Alors, dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre, pourquoi le préfet reste-t-il silencieux? Oui, c'est la question que l'on peut se poser parce qu'il devrait jouer le rôle en réalité d'arbitrage, de manière à voir dans quelle mesure on peut justement unifier l'ensemble des protagonistes, notamment le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala et le maire de Douala Premier. Mais ce silence est interrogateur parce qu'en réalité, ça montre là qu'il y a véritablement matière à réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ensemble d'acteurs qui tirent les ficelles justement de ce business entre guillemets qui se passe par rapport au remocage des... Non, il est journaliste, il se doit d'être mesuré. En réalité, lorsque vous voyez justement cela, si aujourd'hui il n'y a pas une certaine lisibilité, une traçabilité au niveau des fonds qui sont perçus par rapport à ces deux pôles d'action, on peut davantage s'interroger à ce niveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'il y ait un système fiable de collecte des fonds par rapport au remocage des véhicules, bien par rapport au parking, au droit du parking. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de la sécurisation de la collecte, si aujourd'hui il n'y a pas ces mécanismes d'action qui nous permettent aujourd'hui de savoir que tel jour,
on a perçu tel montant à travers des techniques modernes de collecte de fonds, ça va poser un problème. C'est pour cela qu'Alex disait tout à l'heure qu'il faut véritablement les SATOP. Vous savez, aujourd'hui, nous avons en face des acteurs qui ne sont pas véritablement outillés en matière de technologie de l'information et de la communication, leur permettant justement de pouvoir fiabiliser le processus. Parce qu'il y a aujourd'hui des outils traditionnels qui restent demeurent. Lorsque l'on voit les tickets, on ne sait pas quel est d'abord le nombre de tickets que l'on présente tout au long d'une journée ou bien tout au long d'un mois. On ne sait pas quel est le nombre de tickets vendus après avoir travaillé, parce qu'on ne sait pas également quel est l'effectif de personnes même qui travaillent à la distribution ou bien au dépôt de ces tickets-là. Donc il y a tout un ensemble de flou que l'on peut davantage... D'accord, c'est pas pour vous couper, mais je m'en voudrais de ne pas le préciser. Lorsqu'il parlait tout à l'heure, Auguste Moëllet, du progressivement dans la démarche justement de numériser l'ensemble des règles et même des conduites qui s'exercent au sein de la mairie, il n'avait pas tort. Il faut préciser que la mairie de Douala-Premier est l'une des rares mairies de la ville qui aujourd'hui offre la possibilité aux citoyens d'avoir des actes informatisés. Ce n'est pas le cas pour toutes les mairies, c'est déjà en début. Est-ce qu'on va cracher sur cette évolution, Alex Nguepi? Non, non pas cracher. Malheureusement, non pas cracher dessus. C'est bien que cela existe déjà, mais quand on parle d'argent, on parle de l'argent du contribuable. Je suis un contribuable. Je ne voudrais pas que mon argent soit pris, collecté par une mairie, dont le receveur municipal dans son bureau, il met ça, c'est là, sous un panier, vous lui rendez visite de sa famille, il fait ça, il vous remet. Voilà la réalité. Alors qu'avec la sécurité, en sécurisant ces collectes-là, elle devient virtuelle, d'où ils n'ont plus accès, et c'est ce qu'ils refusent, qu'ils nous disent, ces mairies-là qui nous disent, qu'ils vont lancer un appel d'offres auprès des startups, afin de mettre des programmes de sécurisation qui ne fassent pas appel aux grosses entités comme MTN Orange, parce que eux, ils sans les citer. Aux startups, ça va permettre de créer de l'emploi, ça va permettre que le contribuable sache effectivement ce que lui coûte. Je vous remercie, Alex Nguepi. Je vous remercie, Alex Nguepi. Je remercie également toutes les personnes qui ont répondu présentes à cette invitation sur ce plateau. Malheureusement, on n'a pas le temps de terminer ce débat. Chacun a eu la possibilité de dire un mot là-dessus. Merci pour vos différentes contributions et merci à vous à la maison de nous avoir suivis jusqu'au terme de cette édition. On vous laisse en compagnie du 20h d'Equinox Télévision.